utiliser les matériaux secondaires comme la laine, la peau, les os pour faire d'autres objets. Et dans les pratiques rituelles, les recherches archéologiques, mais aussi les sources ethno-historiques, nous informent que les animaux étaient souvent aussi utilisés comme offrandes, soit des animaux complets, mais parfois aussi il y avait des offrandes de pièces de viande, par exemple dans des tombes humaines. Et on retrouve aussi des artefacts en matériaux secondaires, donc par exemple des textiles, des perles ou des outils de tissage faits avec des ossements. En plus de tout cela, on a aussi l'utilisation des animaux, par exemple, comme compagnons, comme on a encore aujourd'hui, et aussi dans le cas, par exemple, pour les lamas, comme bêtes de somme. Aujourd'hui, je vais vous parler des recherches que j'ai faites pendant ma thèse, mais aussi pendant le postdoc que j'ai fait à Cambridge, et où, en plus de la zooarchéologie, j'ai essayé d'approcher les interactions humains-animaux sous d'autres perspectives, donc l'archéologie, bien entendu, mais aussi les ressources ethno-historiques, d'autres types de textes, ainsi que l'iconographie. Les principaux objectifs de ma recherche sont tout d'abord d'identifier quels sont les animaux utilisés sur la côte centrale. Pourquoi la côte centrale? Parce que pour ma thèse, j'ai analysé des ossements qui proviennent du site de Pachacamac et donc par la suite, j'ai décidé d'étendre ma recherche à cette même zone géographique. Un autre de mes objectifs de recherche était d'identifier quels étaient les différents types d'interactions qui se produisaient entre les humains et les animaux à ces périodes-là et voir si on voit des distinctions entre les différentes espèces animales. Donc, comme je l'ai dit, le point de départ de ma recherche était le site de Pachacamac, donc je vais vous parler brièvement de la côte centrale. Donc, vous voyez que ça se trouve aux alentours de Lima, au Pérou. Elle fait partie de l'écosystème de la Costa. Donc, Pulgar Vidal a fait une division des différents écosystèmes présents au Pérou. Et donc, la Costa, ça va depuis la côte Pacifique jusqu'à plus ou moins 500 mètres d'altitude, qui correspond au moment où il y a une couche nuageuse qui s'arrête. Et rien qu'au sein de ce système de la côte, on va retrouver plus de 10 types de végétation. Donc même si à première vue, ça semble désertique, il y a vraiment quand même aussi pas mal de ressources végétales et une grande richesse au niveau de la végétation et qu'on va retrouver également alors par rapport aux animaux qui vont pouvoir être présents dans cette zone géographique. Comme le sujet aujourd'hui, ce sont les animaux, je vais brièvement vous présenter ceux qu'on retrouve actuellement sur la côte centrale. Donc, pour ce qui est des espèces domestiques, on retrouve donc le lama que vous voyez ici en haut à gauche et les alpagas. Donc, les deux autres, ce sont les deux autres espèces de camélidés, mais qui sont des espèces sauvages. Donc, vous avez ici la bigogne et le guanaco. Dans la suite de ma présentation, je vais faire référence aux lamas et aux alpagas seulement avec le terme de camélidés, parce que sur base de leurs ossements, on ne peut pas faire de distinction entre les deux espèces. En plus des camélidés, on a les cochons d'Inde, qui ne sont pas vus au Pérou comme des animaux domestiques, mais comme des sources de protéines. Et donc, il y a plein de manières de les cuisiner et on les trouve encore, enfin, fait vraiment encore partie actuellement de l'une des sources de nourriture, mais plutôt dans les Andes que sur la côte péruvienne. Il y a également le chien, donc, qui est arrivé en même temps que les humains sur le continent américain. Et puis toutes les espèces domestiques que nous connaissons en Europe, donc vaches, cochons, moutons et chèvres, toutes ces espèces sont arrivées seulement après la conquête. Donc il faut avoir bien ça en tête. Donc toutes ces espèces étaient considérées au départ exotiques pour les populations là-bas. Au niveau de la faune sauvage, donc pour les mammifères, il y a aussi bien des grands mammifères, donc comme le cerf de Virginie que vous voyez ici. Il y a des plus petits mammifères et moyens comme les belettes, opossums, le renard, et puis il y a des petits rongeurs sauvages. Et en plus de cela, comme on se trouve le long de l'océan, il y a tout ce qui sont les mammifères marins, tels que ici vous avez un exemple d'otarie à crinière. En plus des mammifères, on va retrouver de nombreux oiseaux marins, tels que les pélicans, les pingouins. Pour la côte centrale, j'ai compté qu'il y a au moins plus de 232 espèces différentes qui peuvent être retrouvées. Donc, il y a vraiment une grande richesse au niveau des oiseaux. Et en plus de cela, on retrouve différents types d'amphibiens et reptiles.
Comme je vous l'ai expliqué, le point de départ de mes recherches était Pachacamac et donc je vais juste brièvement vous présenter le site. Donc aujourd'hui, comme vous voyez là sur la photo, ben, c'est assez désertique. C'est un site monumental et rituel qui se trouve sur la côte centrale, juste au sud de Lima, dans l'embouchure du rio Lorin. Le site est divisé en 3 secteurs. Donc, vous avez ici, le plus au sud, l'enceinte sacrée où se trouvent les principaux temples. Puis, vous avez la deuxième enceinte avec d'autres édifices d'architecture monumentale. Et puis, la troisième enceinte plus au nord où là, il n'y a pas d'architecture monumentale. Le site est divisé par 2 grands axes. Vous avez la rue nord-sud ici et la rue est-ouest qui se trouve ici. Le site a connu 4 occupations principales et cela de manière continue sur plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les contextes dont je vais vous parler sont principalement datés de l'intermédiaire récent et de l'horizon récent parce que ce sont vraiment des périodes plus de focus du projet ISHMA de l'ULB. Donc, comme vous le savez, un projet archéologique qui est dirigé par Peter Rickard et Milton Luran. Et il faut savoir que cette occupation ininterrompue du site, si elle est une richesse, elle donne lieu à des constructions successives, mais également alors à des réaménagements, à des superpositions, et parfois ça complique l'accès et la recherche des occupations antérieures, donc les plus anciennes. Je vais brièvement présenter chaque période. Donc tout d'abord, à l'intermédiaire ancien, on va avoir l'occupation de la culture Lima avec la construction des premiers grands bâtiments publics. Sur les photos, vous pouvez voir le vieux temple et un bâtiment appelé Adobitos. À cette époque, on a vraiment cette technique de construction caractéristique, donc qui s'appelle del librero, donc de la bibliothèque. Cette technique consiste à juxtaposer des petits adobes ou adobitos, donc ce sont des briques de terre crue et elles sont fabriquées à la main, elles sont disposées vraiment comme des livres dans une bibliothèque. Ensuite, à l'horizon moyen, il y a peu d'éléments architecturaux de la période Wari qui sont visibles. Il y a néanmoins le temple qu'on appelle le temple peint, donc c'est l'un des plus emblématiques du site parce que il a préservé, vous voyez ici, des peintures polychromes. Et il aurait abrité l'idole de Pachacamac que vous voyez aussi ici. À la période intermédiaire récente, c'est la culture Ishma. À cette époque-là, le site était dédié à la divinité Ishma et constituait la capitale du pouvoir local. Et les édifices les plus récurrents de cette période et aussi les plus présents donc, sur le site, parce qu'ils recouvrent un tiers de la surface de la partie monumentale, ce sont les pyramides à rampe. Vous avez des exemples ici. Donc, on voit d'abord une première cour et puis après une rampe qui conduit à une plateforme. Et au total, sur le site, il y en a 16 qui ont été identifiés. L'Inca Topa Yupanqui et son armée auraient conquis le site entre 1470 et 1476 de notre ère. Et donc, à ce moment-là, le site est envahi et a été fondamentalement transformé suite à la conquête des Incas. Donc, il y a cela à la fois du point de vue architectural, avec la construction de nouveaux édifices, comme vous avez ici, par exemple, le Temple du Soleil ou la Kawasi, mais aussi au niveau organisationnel. Et à ce moment-là, on a vraiment une amplification du pèlerinage vers Pachacamac à l'échelle tout à fait panandine. Venons maintenant à la zooarchéologie. Donc, je sais que vous avez déjà eu un séminaire d'introduction sur qu'est-ce que c'est la zooarchéologie ou l'archéozoologie. Mais je vais juste donc brièvement le rappeler pour également ceux qui n'étaient pas là au premier séminaire. Donc, c'est l'étude des restes d'archéophones trouvés sur les sites archéologiques. Ça permet à la fois de comprendre l'utilisation des animaux par les populations, mais aussi avoir des informations sur l'environnement avec lequel ces populations interagissaient. Ici, vous pouvez voir vraiment la préservation incroyable qu'on a sur le site de Pachacamac et qui est aussi récurrente sur toute la côte du Pérou. Donc, ça permet vraiment d'étudier les animaux sous toutes leurs formes différentes. Donc, on a à la fois des ossements qui soient complets, comme ici, et là, c'est le cas d'un chien, ou fragmentés quand ce sont des déchets de consommation. On a des ossements travaillés. Donc, ici, vous avez une flûte faite avec un radius de camélidés. Il y a des matériaux secondaires, comme vous avez une corne. Parfois, il y a des restes de poils, de cuir. Et donc ça, ce sont tous les éléments que j'ai analysés.
Et pour la zooarchéologie, donc il y a 3 grandes étapes, on peut dire, principales. Donc tout d'abord, il y a la collecte des restes d'animaux sur le site de fouille, comme vous avez le cas ici. Dans l'idéal, si c'est fait par un zooarchéologue, il y a vraiment déjà un nombre important de données qu'on peut récolter, par exemple quant à la position de l'individu étudié, quant à l'association avec d'autres éléments, etc. Ça permet aussi de reconstruire après le squelette de manière beaucoup plus aisée en laboratoire quand il s'agit d'individus complets. La deuxième étape, donc, c'est l'analyse en laboratoire, où on va utiliser des squelettes de référence, des atlas et d'autres ouvrages de référence pour pouvoir identifier tous les ossements et les restes d'ossements. Et donc, dans mon cas, comme il s'agissait vraiment une première étude sur tout ce matériel, j'ai vraiment fait une analyse zooarchéologique standard où j'ai d'abord identifié les restes, pris des données métriques, fait des estimations d'âge et aussi, quand c'était possible, déterminer le sexe. Et enfin, après, toutes ces données sont traitées. Donc, soit on a simplement une liste et des fréquences pour savoir quelles sont les espèces présentes aux différentes périodes d'occupation dans les différents contextes, mais aussi on peut aller plus loin, par exemple avec les données métriques. Et donc à gauche, vous avez un exemple d'estimation d'auteur au dos de tous les restes de chiens retrouvés sur le site. Et donc voilà, là, juste pour donner un exemple, là j'ai pu distinguer qu'on a des chiens plutôt de petite taille et puis des chiens de taille moyenne. Donc ça c'est encore une étape après l'analyse en laboratoire. Et donc, en plus de tout ce qui était zooarchéologie, j'ai pu utiliser la partie archéologique parce que j'ai moi-même participé aux 3 dernières campagnes de fouilles du projet. Et j'ai aussi analysé tous les rapports de fouilles des recherches précédentes. Et enfin, j'ai complété tout cela avec à la fois des sources ethno-historiques, donc ce sont les écrits qui ont été faits suite à la conquête, d'autres types de textes comme des mythes ou des légendes et des contes qu'on trouve encore actuellement, de l'ethnographie et aussi les sources iconographiques. Qu'est-ce que j'ai analysé? Donc, pour ce qui est la partie zooarchéologique, il y avait plus de 30 000 restes, donc ça représente 21 édifices et secteurs, donc ça m'a permis quand même d'avoir une vue assez globale de ce qui se passait sur le site. Pour ce qui est des textiles, en fait, cette partie-là est en collaboration avec le musée d'archéologie et d'anthropologie de Cambridge. Et donc, j'ai fait une sélection d'une trentaine de textiles en utilisant les critères que c'était des textiles de l'intermédiaire récent et qui représentaient des animaux, mais j'en reviendrai là-dessus par la suite. Et enfin, pour les sources ethno-historiques, donc j'en ai consulté 12 au total. Mais il est important de les considérer avec prudence et bien de les replacer dans leur contexte socioculturel et temporel, parce que évidemment, c'est une vision biaisée sur une autre population. Et pour chacune des sources, j'ai fait une recherche systématique avec une liste de mots que j'avais définie à l'avance sur tous les animaux que je voulais voir s'ils se retrouvaient ou pas dans les textes, et de manière identique pour tout ce qui était les autres types de textes. Passer maintenant aux résultats zooarchéologiques. Donc, avant de plonger dans certains cas particuliers, je vais vous présenter un peu les résultats généraux de toutes mes recherches. Donc, voilà. Donc, vous avez 2 graphes. Donc, sur l'un, vous voyez le nombre de restes et sur l'autre, ou NISP en anglais. Et sur le deuxième, vous avez le nombre minimum d'individus. Donc, dans les 2 cas, c'est la fréquence de la totalité des restes étudiés, donc les pourcentages. Et on voit, par exemple, si on se concentre d'abord sur la partie donc, des nombres de restes, donc ce sont le nombre d'ossements ou restes d'ossements, on peut voir que les restes de cochons d'Inde sont les plus fréquents. Là, on est à plus ou moins 48%. Ensuite, on a les camélidés, donc aussi bien lama ou alpaga, qui sont aux environs de 21%. Et puis, les chiens, les anours, donc grenouilles et crapauds, et les chrysitidés, donc ce sont les rongeurs sauvages, eux sont tous aux environs de 6%. Et le reste du matériel est en dessous de 2%. À part les oiseaux, c'est aussi 5%. Donc, on voit que les taxons domestiques représentent 75% quasi des restes. Et dans le NMI, là aussi, on est avec 54%. Donc, c'est assez important. Ce qui est intéressant, c'est que, important à savoir aussi, c'est parce que vous avez sans doute vu ça la semaine passée, sur le site, on a systématiquement utilisé des tamis lors des fouilles. Et donc, ça a vraiment montré que ça nous a permis vraiment d'avoir des restes de petits animaux, tels que les cochons d'Inde ou les amphibiens et les chrysitidés, parce que ça, parfois,
ben ça, il y a réellement un biais parce qu'ils ne sont pas récoltés sur les sites. Ils sont plus fragiles, ils sont aussi plus petits, on ne les voit pas spécialement quand on récolte tout cela à l'œil nu. Et donc, en plus de ces espèces domestiques et des taxons sauvages les plus fréquents, donc, que je vous ai montré là, on a aussi identifié des restes d'otaries, de cervidés, d'autres espèces d'oiseaux, des restes de chauves-souris, de squamates, donc ce sont des sortes de petits lézards, et des espèces de domestiques euroasiatiques, donc celles qui sont arrivées après la conquête. Donc, aussi bien dans les contextes domestiques que rituels, ce sont clairement les animaux domestiques qui dominent l'assemblage, et ça, de manière générale, mais aussi quand j'ai analysé par édifice ou aussi par période. Donc, c'est vraiment le même schéma qu'on retrouve, peu importe comment on regarde les données. Alors, comme premier cas d'étude, je vais vous montrer un peu à quoi pouvait ressembler le régime alimentaire à Pachacamac. Donc, j'ai choisi comme exemple le bâtiment dénommé B4, qui a été fouillé en 2016 et 2018. Il se trouve dans la deuxième enceinte du site. Là, on voit le temple du soleil, donc il se trouve ici. Et je vais me concentrer sur la troisième phase d'occupation qui date de la période intermédiaire récente. Pour cette phase, on a retrouvé environ 1200 restes fauniques. Et cette phase-là, pour ce bâtiment-là, a été interprétée comme étant une occupation domestique intense, avec vraiment des évidences de préparation de nourriture et de nombreux restes dans des dépotoirs. Si vous voyez les données des taxons que j'ai considérés comme des restes alimentaires. Donc là, je n'ai pas repris tout ce qu'on a retrouvé, mais seulement ceux qui ont été interprétés comme des restes de la diète. Alors, quels sont les critères utilisés pour cela en règle générale? Donc, tout d'abord, il y a le contexte archéologique où ils ont été retrouvés. Il y a également la présence de traces de boucherie, la présence d'éléments squelettiques qui sont plus riches en viande, parce que clairement, sur une patte et le fémur, vous allez avoir beaucoup plus de viande que sur le crâne. Donc, si on a une surreprésentation d'éléments des pattes, ça va aussi nous indiquer cela. Et enfin, l'état de fragmentation des restes, parce que si on n'a que des ossements complets, ça veut dire qu'ils n'ont pas été consommés. Donc, voilà. Et il faut aussi que vous n'oubliez pas que les espèces étudiées ici et les taxons que je montre là, c'est seulement une partie du régime alimentaire des occupants et des visiteurs du site. Parce qu'à l'époque, le régime alimentaire se composait plutôt de plantes, de végétaux et aussi de toutes les ressources marines telles que les poissons et les mollusques. Donc la partie diète carnée est quand même limité et pas quelque chose. Les gens ne mangeaient pas un cochon d'Inde tous les jours. Donc voilà, c'était plus pour des événements importants et c'est encore aussi parfois le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi important à garder à l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, vous avez les nombres de restes et ici les nombres minimums d'individus. C'est que de nouveau, on voit surtout des espèces domestiques. Donc, vous avez les camélidés et les cochons d'Inde qui sont prédominants. Et puis aussi, on a le chien. Alors, je reviendrai après sur le chien, mais donc, ça ne veut pas dire que tous les restes de chiens retrouvés sur le site sont des restes de consommation. C'est vraiment en fonction du contexte où ils ont été retrouvés que je les ai interprétés comme cela, et aussi par la présence, on verra, de traces de découpe dessus. Il y a également quelques restes de cerfs, donc c'est une espèce qui devait être chassée. Et pareil donc pour les otaries, les cormorans et les pingouins, donc qui sont des espèces qu'on sait qui étaient consommées. Si on regarde de manière plus détaillée donc toutes les traces qui ont été identifiées sur les restes, on voit que pour les camélidés, il y a plus de 18% des restes de camélidés qui présentent des traces de découpe, 16% qui ont des traces de fractures intentionnelles. Donc, par exemple, c'est quand on coupe un os en deux pour aller utiliser la moelle qui se trouve à l'intérieur. On a également des traces de brûlés sur les restes de camélidés, carnivores, donc c'est sans doute des chiens, et des rongeurs, ou alors là, on va avoir vraiment les traces des deux incisives qui vont se mettre sur les ossements. On retrouve aussi des traces de découpe sur les chiens, vraiment beaucoup plus faible quantité, comme je disais, et sur les restes d'otaries, et puis aussi un peu des traces de brûlés sur ces restes-là. On voit un peu de traces de météorisation, donc ça nous indique que les ossements ont été exposés un temps, et ça, c'est quelque chose d'assez classique. Après avoir consommé, on va jeter les restes d'ossements qu'on n'a plus besoin, et parfois ils vont être un temps exposés avant d'être enfouis.
Donc, comme on voit, certains restes de chiens présentent des traces de découpe. La plupart de ces traces ont été retrouvées sur le pelvis. Ici, la photo n'est pas terrible, mais bon, on voit ici qu'il y a vraiment une trace nette de découpe. Donc, sur le pelvis, et donc selon leur position, ces traces correspondent à un démembrement lorsque la patte est séparée du bassin de l'animal. Donc, c'est aussi un geste typique dans la préparation de cette viande. C'est pas la première fois que ce type de trace est retrouvé sur des restes de chiens, à la fois sur le site à Pachacamac, mais aussi sur d'autres sites archéologiques au Pérou. Et aussi dans les sources ethno-historiques, on retrouve des mentions de cela. Donc ici, vous avez un exemple qui vient du manuscrit de Huarochiri. Donc, ils expliquent que celui-ci, donc en parlant de Pariacaca, qui est un dieu, après sa victoire, prescrit que Carwinco, qui s'était enfui vers la région des Antilles, devrait manger des chiens parce qu'auparavant, il mangeait des hommes. En même temps, il ordonna aux Wanka de lui rendre un culte. C'est pour cela que les Wanka lui offraient des chiens. Leurs dieux, mangeant des chiens, eux aussi en mangeaient. Nous les appelons jusqu'à maintenant Wanka, mangeurs de chiens. Et dans d'autres sources ethno-historiques, il est aussi fait mention que les Incas appelaient parfois les Wanka juste mangeurs de chiens. Donc là, il y aura peut-être quelque chose là. Mais si aussi bien dans les études archéologiques que dans les sources ethno-historiques, on parle de cette consommation de chiens, c'est clairement pas quelque chose de récurrent. C'est vraiment quelque chose de ponctuel qui semblerait plutôt associé à des événements particuliers, que ce soit des rituels, des fêtes ou des sacrifices. Et donc, ça ne veut pas dire que tous les restes de chiens, donc, comme j'ai dit, sont des restes de consommation. Entre autres, par exemple, rien que dans le B4, on a aussi retrouvé des offrandes de chiens complètes. Donc voilà. Et donc, c'est là que le lien de la zooarchéologie avec aussi la lecture vraiment des contextes archéologiques prend tout son sens parce qu'elle permet de pouvoir voir ces nuances et ces différences quand on interprète les résultats. On va regarder maintenant les camélidés et les cochons d'Inde, qui, comme je l'ai montré avant, étaient ceux qui étaient les plus fréquents dans les restes de consommation de l'édifice B4. Alors, dans le cas des camélidés, les restes d'individus de moins de 3 ans prédominent. Donc, ici, c'est sur base des stades d'épiphytisation des os longs. Donc, vous avez en plus foncé les ossements qui sont fusionnés. Donc, dans la première colonne, donc, en foncé, ce sont les ossements qui fusionnent entre 0 et 24 mois qui le sont. Donc là, il y a clairement, on n'a pas vraiment de très très jeunes individus. La majorité sont quand même fusionnés. Ici, pour ceux qui fusionnent entre 2 ans et 3 ans, là, on voit qu'il y a quand même moins d'individus de ces âges-là. Et alors, si on regarde la catégorie des ossements qui fusionnent après 3 ans, là, il y a clairement plus de 60% qui sont non fusionnés. Donc, ce profil d'âge, avec plutôt des individus jeunes et principalement de moins de 3 ans et aussi moins de 2 ans, ça correspond tout à fait à un élevage dans le but alimentaire. Parce que les animaux les plus jeunes ont une chair plus tendre et aussi ils atteignent leur taille adulte aux environs de 2-3 ans. Et donc après, il n'y a plus vraiment de sens de continuer à les nourrir. Ils ne vont pas augmenter en taille. Par contre, si on avait retrouvé beaucoup d'individus de plus de 3 ans, là, on aurait plutôt des animaux qu'on utilise plutôt comme bêtes de somme dans le cas des lamas, ou aussi pour l'utilisation pour la laine, par exemple, que ce soit pour lama et alpaga. Si on voit chez les cochons d'Inde, donc là, je n'ai pas fait de distinction entre les différentes périodes. Tous les ossements sont fusionnés chez cochons d'Inde avant leurs 2 ans, donc c'est une espèce qui devient adulte très rapidement. Et là, clairement, il n'y a pas de doute, on a plus de 80% d'ossements qui sont non fusionnés, et c'est tout à fait logique avec les cochons d'Inde, donc qui sont principalement et quasi uniquement élevés pour être consommés. Donc on a quand même certains individus plus âgés, donc sans doute utilisés pour la reproduction. Et je peux rajouter aussi que dans le bâtiment, on a retrouvé un cuyero, donc c'est une structure en forme de U où les cochons d'Inde sont gardés et souvent ils sont juste présents dans la cuisine et se nourrissent des restes qui tombent par terre. Donc c'est assez facile à élever et ça se reproduit assez facilement. Donc c'est assez facile d'avoir des cochons d'Inde dans son assiette. Et donc on voit qu'il y a une préférence pour des jeunes individus et pour des animaux domestiques, camélidés et cochons d'Inde. Il y a aussi des indices de cynophagie, donc la consommation de chiens. Et en plus de cela, on voit qu'il y a une consommation de temps en temps d'animaux sauvages, donc qui viendraient compléter la diète principale. Savoir qu'ici, on est
quand même dans des périodes tardives. Donc, les animaux, les camélidés et les cochons d'Inde ont été domestiqués depuis très longtemps. Donc, c'est plus. Ils font clairement partie de la nourriture à ce moment-là. Alors, maintenant, je vais passer aux offrandes. Donc, en plus des restes d'animaux issus de la consommation, on a retrouvé des restes d'animaux provenant de rituels sur la plupart des sites archéologiques de la côte centrale. Donc, vous avez quelques exemples ici de Pachacamac, mais également ici, ça c'est un chien qui a été découvert à Mahanga, donc c'est un site qui se trouve dans la capitale Lima. Et celui-ci, c'est à Panquilma, donc c'est plus loin dans la vallée du Lorine. Ce sont des pattes de camélidés. Donc, on pouvait le voir, la préservation est assez dingue et donc ça permet vraiment d'avoir des informations très précises sur toutes ces découvertes. Alors, dans mes recherches, j'ai catégorisé les offrandes en 4 types. Donc, tout d'abord, il y a les offrandes que j'appelle offrandes de fondation. Donc, dans le cas de Pachacamac, on a surtout trouvé des camélidés dans ces offrandes-là. C'est le cas de l'exemple qui est présenté ici et que je détaillerai juste après. Et en fait, ce contexte, on l'a retrouvé en dessous d'un sol. Et donc, ça laisse peu de doute quant à l'interprétation en tant qu'offrande de fondation. Et donc, c'est quelque chose d'assez récurrent sur le site, mais aussi sur d'autres sites archéologiques. Et encore à ce jour, mais là, maintenant, ça va plutôt être, par exemple, des poulets qui vont être sacrifiés avant la construction d'une maison. Et aussi, parfois, dans certains cas, ça va plutôt être même des sacrifices humains. Donc. La deuxième catégorie, ce sont les offrandes d'abandon. C'est aussi assez fréquent sur le site et sur d'autres sites préhispaniques au Pérou. Dans le cas ici, c'est aussi dans le B15. Dans le cas de cet abandon volontaire qu'on a découvert dans l'édifice B15, parmi tous les restes fauniques qui ont été retrouvés, ce sont surtout les cochons d'Inde qu'on a retrouvés dans l'acte d'abandon. Et ils étaient associés à des coquillages et à d'autres artefacts. Troisième catégorie, donc, que j'ai appelée les offrandes votives. Donc, ce sont toutes les offrandes qui sont ni d'abandon, ni de fondation, ni funéraires, et qui seraient plutôt liées soit une offrande à des divinités ou à des ancêtres, peut-être liées à des cérémonies, donc par exemple pour avoir des bonnes récoltes ou avant des batailles. Et donc, dans ces offrandes, ce sont surtout les animaux domestiques, cochons d'Inde, chiens et camélidés qui ont été retrouvés. Et il y a clairement une préférence pour les jeunes individus. Mais néanmoins, j'ai identifié quelques cas avec des taxons sauvages qui ont été utilisés comme offrandes, mais vraiment dans une moindre mesure. Et parfois, c'est plutôt des éléments squelettiques plutôt que des individus complets. Certains de ces animaux sauvages sont endémiques de la côte centrale, comme par exemple les cormorans ou les otaries, et d'autres le sont pas, comme le singe, par exemple. Et enfin, la quatrième catégorie, donc, ce sont les offrandes funéraires. Ce sont les restes de faune associés à des offrandes funéraires qui ont été trouvées sur le site. Dans le cas du projet Ishma, on a retrouvé des offrandes d'animaux associées à seulement 18% des tombes humaines. Donc, c'est pas systématique. Et dans la plupart des cas, ce sont juste certains restes désarticulés. Donc, ce ne sont pas des animaux complets. Il y a aussi quelques taxons sauvages, mais il faut préciser que quand ce sont des animaux complets associés à des tombes humaines, ce sont chaque fois des animaux domestiques et ils ont chaque fois été retrouvés associés à des tombes d'individus adultes. Donc ça, ce sont juste les 2 points qui sont ressortis de cette partie-là de la recherche. Et il est clair que pour tout ce qui est tombe, l'impact du pillage a clairement un impact sur les découvertes et parfois il y a aussi le réaménagement des tombes vont être réouvertes avec rajouter des nouveaux individus dedans. Donc ça pourrait clairement jouer sur la présence de nombreux restes de taxons que je considère normalement comme intrusifs. Donc par exemple la présence de petits rongeurs, etc. sont sans doute plutôt des espèces intrusives que des offrandes qui ont été mises au moment de l'enterrement. Alors, quels sont les individus complets retrouvés sur le site? Donc, au total, j'en ai identifié, donc vous voyez ici, 109. Donc, ce sont ou des individus complets ou des associated bone group. Je ne sais pas si on vous a expliqué ce que c'était. Donc, en gros, c'est les individus complets, c'est quand ils sont vraiment complets. Les associated bone group, c'est quand on retrouve des ossements articulés. Donc qui proviennent d'un même individu, mais on n'a par exemple pas tout l'individu. Et donc c'est un terme qui permet d'être plus précis et ne pas utiliser ce terme d'individu complet.
Donc, les espèces sauvages sont ici en dessous et on voit qu'elles représentent seulement 29% des restes. La plupart, ce sont des chryssétidés, donc des rongeurs sauvages, mais ils sont pour la plupart intrusifs. Il y a quelques cas où ils ont été interprétés comme des offrandes. Ensuite, on retrouve aussi beaucoup des anours, donc les grenouilles et les crapauds. Dans ce cas-là, sont tous été interprétés comme des offrandes. Pour les oiseaux, ça va aussi dépendre du contexte. Et les chauves-souris, je pense qu'elles sont surtout intrusives. Pardon. Voilà. Et enfin, donc il y a quelques offrandes d'otaries, belettes et du singe capucin, donc qui a été trouvé dans le temple du singe. Maintenant, je vais vous présenter 4 cas d'offrandes d'animaux différents. On va d'abord présenter des espèces domestiques et puis on parlera de quelques cas d'offrandes d'animaux sauvages. Alors, le premier, donc, c'est le contexte 30. C'est lors de la campagne 2016 du projet, on a découvert un contexte très bien préservé d'une offrande de camélidés et qui a été datée de 1440 à 1520 de notre ère, et donc qui a permis d'associer ce contexte à la phase intermédiaire horizon récent du bâtiment B15. Alors, où se trouve le bâtiment B15? Il se trouve ici, donc proche du B4 qu'on a vu précédemment, et donc toujours au sein de la deuxième enceinte, et assez proche aussi des temples principaux. Et donc, c'est dans la pièce centrale du bâtiment qu'on a retrouvé ici. Donc, vous voyez là le contexte 30. Ce contexte 30, donc c'est un camélidé qui a été retrouvé, donc, il a été retrouvé sous un sol, dans un contexte identifié, comme j'avais dit, comme une offrande de fondation. Et en plus du camélidé, ici, on a retrouvé un coquillage, qui est donc c'est de l'espèce Concholepas concholepas, qui est une espèce endémique de la côte centrale. Le camélidé était orienté vers l'est, il reposait sur le côté gauche, il avait le dos orienté vers le nord et les pattes repliées vers l'intérieur. Comme ici, vous voyez sur le schéma à votre droite, le camélidé a été trouvé presque complet. Donc, il manquait le crâne, les mandibules et certains ossements du côté droit, ainsi que toutes les vertèbres cervicales, donc tout ce qui correspond au cou. En plus de cela, on a la fourrure qui a été vraiment préservée de manière assez incroyable et qui est de couleur assez uniforme, beige-blond. Et à l'intérieur, on a retrouvé donc, du camélidé des compactations organiques qui seront sans doute des restes des parties internes donc, qui se sont momifiées. Donc ce serait soit des parties au niveau de la cage thoracique et de la zone pelvienne, donc ce sont sans doute des restes d'organes. Sur base des stades d'épupisation des os, vu qu'il n'y avait pas le crâne, j'ai pu estimer que l'individu avait environ 24 mois. C'est assez précis parce que comme on a tellement d'ossements, ça permet vraiment d'aller dans la précision au niveau de l'estimation de l'âge. Et compte tenu que la période de la mise bas des camélidés, c'est entre janvier et mars, on pourrait dire que le sacrifice de cet individu aurait eu lieu à la même période. Ensuite, j'ai pris toutes les mesures, c'est les aimants du squelette pour voir où il se situe par rapport aux autres individus trouvés sur le site. Et donc là, sur le graphe, vous avez les mesures des premières phalanges antérieures, donc c'est la première partie du doigt ici, de tous les camélidés retrouvés sur le site, et c'est seulement les individus adultes, donc ceux où la phalange est fusionnée, donc a atteint sa taille maximale. On peut voir que le contexte 30, donc notre individu présenté, se trouve ici. Donc, il est clairement dans les plus grands trouvés sur le site. La ligne en pointillé, donc c'est selon certains chercheurs, ce serait la distinction entre les alpagas, qui sont des animaux plus petits que les lamas. Comme vous voyez ici, il y en a vraiment beaucoup qui se trouvent sur le site, qui sont vraiment dans cette zone proche. Donc là, c'est pas possible de dire si c'est lama ou alpaga, mais dans le cas ici de notre individu du contexte 30, il se trouve tellement éloigné de cette limite qu'on peut sans aucun doute dire que c'est un camélidé grand, donc lama ou guanaco. Et au vu de la couleur, entre autres, du pelage, qui est trop clair par rapport au pelage des guanacos, on peut dire dans ce cas-ci, avec certitude, qu'il s'agirait d'un lama. En ce qui concerne la mise à mort de cet individu, il pourrait avoir été étranglé ou tué par la technique de la chia. Donc, c'est la technique que vous voyez représentée ici sur cette image de Guamam Poma. Donc, en gros, on va faire une
fine incision sur la poitrine et la personne qui est en train de sacrifier l'animal va aller mettre sa main à l'intérieur pour couper une artère et pour tuer ainsi l'animal. Quand c'est très bien pratiqué, ben, ça va laisser quasi aucune trace sur les ossements, parfois un peu sur les côtes. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit cette technique qui a été utilisée, parce que aussi, on a l'absence du crâne, donc il aurait aussi pu être décapité. Enfin bref, il y a plusieurs options, et donc là, je pense qu'à ce stade-ci, on ne sait pas savoir exactement la technique qui a été utilisée pour cet individu-ci. Au niveau des traces de découpe, on a retrouvé donc le sternum, donc c'est l'ossement qui se trouve ici et où se rejoignent les côtes, qui a été coupé de manière longitudinale. Et là, c'est clairement, enfin, c'est vraiment, le sternum a été coupé en deux. Alors, soit c'est quelqu'un qui était très nul pour la chia et donc qui a complètement raté son coup, et c'est pour ça qu'on a cette découpe importante. Ou alors, une autre possibilité, c'est que c'est une découpe post-mortem, donc après avoir tué l'animal, on a ouvert pour aller, par exemple, chercher les organes à l'intérieur pour peut-être des activités de divination, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est encore... il n'y a pas de certitude de ce côté-là. En plus de cela, comme la préservation était assez incroyable du pelage, mais aussi de ce qui se trouvait aux alentours, on a fait une étude entomologique qui a été menée par 2 spécialistes sur des restes d'insectes qui ont été collectés dans la fourrure et aussi dans le sol qui se trouvait juste en dessous. Et donc, eux, comme ils savent identifier donc quels sont les colonisateurs précoces et ceux qui sont des colonisateurs tardifs des corps en décomposition, ils ont proposé une séquence par rapport à ce sacrifice. Donc, il y aurait, selon eux, d'abord une colonisation initiale de la carcasse lorsqu'elle était encore exposée à l'air libre, et puis après un enfouissement secondaire de la carcasse, et à ce moment-là, il est colonisé par d'autres espèces. Néanmoins, en fonction du type d'environnement et de la température, ça aurait pu avoir lieu tout en même temps. Donc voilà, là aussi, on n'est pas à 100% sûr, mais l'exposition du cadavre après le sacrifice de l'animal, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cas, dans d'autres sites, mais aussi, par exemple, ça a été mis en évidence dans les tombes humaines découvertes sur le site, et c'est aussi mentionné dans la source ethno-historique. Donc ici, vous avez de nouveau un extrait du manuscrit de Warochiri où ils expliquent, là on parle d'humains, donc pas d'animaux, qui veillaient sur le cadavre pendant 5 jours, et puis après, l'âme, pas plus grosse qu'une mouche, sortait de son corps et s'envolait en produisant un sifflement. Donc, et on a parfois retrouvé aussi, par exemple chez les mochés, des représentations d'insectes, de mouches qui partiraient. Donc il y a aussi, ça pourrait être aussi le cas, ce traitement de laisser un corps exposé, ça pourrait être le même aussi chez les animaux. Donc, ici, donc, sur base de toutes ces observations et des données que j'ai eues jusqu'à présent, j'ai pu formuler les étapes du rituel suivant. Donc, on nota d'abord une sélection d'un animal particulier. Donc, on choisit un lama jeune d'environ 2 ans, un lama qui est très grand, qui est en bonne santé et qui serait sans doute un mâle, si j'ai oublié de vous préciser avant, mais en fait, sur base des données métriques sur le pelvis, j'ai identifié que ça pourrait être un mâle. Néanmoins, c'est une méthode qui a été créée pour les guanacos, donc c'est pas à 100% adaptable à d'autres espèces. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé en interrogation. Le sacrifice aurait lieu entre janvier et mars, donc ça, ce serait sur base de l'estimation de l'âge. Il y a un acte rituel qui est fait, donc on va sacrifier l'animal, on va le placer dans un certain contexte, on va l'exposer peut-être pendant une courte période, et on va lui associer aussi un coquillage en plus, et puis seulement après cela, il serait enterré dans le remblai de construction, et puis l'édifice serait construit. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple d'offrande d'animaux domestiques. Donc, on va bouger du B15 et aller vers le B3. Donc, le B3 se trouve toujours dans la deuxième enceinte, à proximité du B4 qu'on a vu précédemment, du B15, et donc toujours assez proche des temples principaux. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit et occupé à l'époque Inca.
il recouvre une superficie d'environ 1700 mètres carrés. Et alors là, sur le plan, vous pouvez voir, donc il y a d'abord une cour interne, ici le patio numéro 2, avec 2 entrées, ici et ici. Et après, il donne accès donc à une autre cour interne. Et là, on a aussi une plateforme une rampe qui donnera accès à une plateforme. Et en plus de cela, on a d'autres pièces aux alentours. Dans l'unité 146, donc qui est située à l'ouest, qui est située ici, à proximité d'un des accès du patio, on a retrouvé dans la quadricula L un secteur de 4 mètres sur 4 mètres. Enfin, on a fouillé un secteur de 4 mètres sur 4 mètres, au sein duquel on a mis au jour 8 chiens in situ, ainsi qu'un camélidé, enfin un morceau de camélidé. Donc tous les chiens étaient presque complets. Donc voilà, donc ça quand même, vous voyez ici, donc lors des fouilles, donc là on voit vraiment l'accès, c'est vraiment directement en lien avec l'accès vers le bâtiment et c'est une zone assez réduite. Alors, lors des fouilles, on a fait aussi des sondages aux alentours pour voir si on en retrouvait d'autres et aussi si on trouvait des tombes humaines, et ça n'a pas été le cas. Donc, on serait sur quelque chose qui ne sont pas des offrandes funéraires. Là, vous avez une autre vue des fouilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces rasgots, donc ces faits archéologiques, ont été retrouvés dans 3 couches stratigraphiques différentes qui se suivent. Donc, la couche 2, la couche 2B, la couche 3. Et donc, on aurait... c'est pas un seul événement, ce sont des événements qui se suivent dans le temps, mais qui semblent similaires, parce qu'après, je vais vous décrire un peu les contextes. Et donc, il y avait aussi un camélidé qui se trouvait ici, mais c'était juste la cage thoracique, si je me souviens bien. Mais donc, je ne vais pas détailler ici. Pour tous ces chiens, donc j'ai estimé leur âge, et dans ce cas-là, ça a été fait à la fois sur les stades d'éruption et d'usure des dents, quand le crâne était présent et les dents bien préservées, et aussi sur les stades de fusion des ossements. La moitié des individus sont des chiots de moins de 6 mois, donc c'est vraiment des très jeunes individus. Et tous, donc à une exception donc du Rasgo 2018, sont des individus de moins de 1 an et demi. Donc ce sont vraiment des jeunes chiens. L'identification du sexe a pu se faire dans 3 cas parce qu'il y avait la présence de l'os pénien ou baculum, mais j'ai pas, donc ces 3-là ont été identifiés comme mâles, mais j'ai pas j'ai pas considéré que les autres étaient des individus femelles parce que tous les textes, dans certains contextes, il manque quelques ossements et aussi c'est un os qui se préserve pas très bien parce qu'il est assez fragile. Donc tout ça fait que par prudence, les autres ne sont pas considérés comme des femelles. 6 des 8 individus ont conservé un pelage ou des restes de pelage. Donc ici, vous voyez par exemple qu'il a un pelage un peu brun foncé, comme cela. On voit ici aussi les dents, les pattes vers l'intérieur. Et dans certains cas, on a aussi retrouvé dans 4 des pupes d'insectes, donc aussi comme on a retrouvé dans le camélidé que j'ai présenté juste avant. Donc ça pourrait nous informer que les corps, dans ce cas-ci, auraient aussi été exposés avant d'être complètement enterrés. Et d'autres chercheurs qui ont fouillé sur le site de Pachacamac ont retrouvé aussi des chiens avec aussi ces présences d'insectes. Pour la position, il y a clairement une récurrence. Dans la plupart des cas, les chiens sont comme sur l'exemple ici, couchés sur le côté avec les pattes repliées vers l'intérieur, et cette position est observée sur d'autres sites archéologiques de la côte centrale, comme par exemple à Maranga, donc un site qui se trouve à Lima. Sur base de la mesure des ossements, donc j'ai pu estimer la taille. Donc cette estimation se fait sur la base de la plus grande longueur des os longs, donc tibia, fémur, radius, ulna et humérus. Mais seulement lorsque ceux-ci sont fusionnés. Et comme je vous disais juste avant, la plupart des individus ici sont des très jeunes chiens, donc les ossements ne sont pas encore fusionnés, ce qui fait que je n'ai pas pu faire l'estimation de la taille pour tous les chiens. Pour ceux où ça a pu être fait, donc pour 3 individus, on a des tailles de 42,5, 43,9 et 44,8 cm. Donc pour vous donner une idée, ils se situent plus ou moins ici, ça correspond à des chiens de taille moyenne tels que les races actuelles de Cocker ou de Beagle. Donc, et ces tailles sont vraiment similaires à ce qu'on a retrouvé à d'autres endroits à Pachacamac, mais aussi sur d'autres sites au Pérou. Et je rajouterai aussi que avant l'arrivée des Espagnols, au Pérou, il n'y avait que des chiens de taille petite et des chiens de taille moyenne. Il n'y avait pas des chiens de très petite taille, comme les chihuahuas, ou de très grands chiens. Donc ça, c'est aussi
il y a eu aussi un changement suite à la conquête au niveau de la taille des chiens présents sur le continent. Au niveau des matériaux qui leur étaient associés, donc dans 2 des cas, on a retrouvé des textiles. Si vous voyez un peu des fragments. Donc, un cas, il y avait des textiles autour de tout le chien, et dans l'autre, il y en avait seulement à certains endroits. Ce type de fardeau, donc chien emballé dans des textiles, aussi quelque chose qu'on retrouve à d'autres endroits. Et en plus de cela, il y avait d'autres types de matériaux. Donc, la plupart avaient des petits poissons qui leur étaient associés. Et puis, on avait aussi plutôt des éléments végétaux, donc les cagnasses que vous retrouvez ici, sèches, et qui ressemblent à ça quand elles sont pas encore desséchées. Le pacaille, donc qui est ici. Et puis aussi des maïs. Il y a eu aussi quelques cas avec des canto rodado, donc ce sont des petits cailloux qu'on retrouve aussi sur dans d'autres contextes du site. Et il y a un cas assez particulier, on a retrouvé un tibia d'otarie littéralement juste en dessous du chien. Et donc là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres offrandes similaires ailleurs. Mais bon, les otaries, comme on l'a vu, elles viennent de l'océan, donc ce n'est pas non plus quelque chose de très exotique, il n'a pas dû aller chercher très loin. Donc, comment interpréter toutes ces offrandes de chiens? Donc, on a vu au début, donc il y a vraiment une proximité directe avec l'entrée du site. On n'a pas de présence de tombe humaine. Ce n'est pas lié à un abandon, ni à la fondation du site, de l'édifice. Et donc, ce serait plutôt des offrandes votives en lien sans doute avec l'activité qui avait lieu à l'intérieur de l'édifice, qui a été interprété par les archéologues comme un édifice plutôt à fonction rituelle. Donc, il y aurait un sens à cela, et comme on les a retrouvés dans des couches stratigraphiques différentes, on aurait vraiment une répétition d'un même geste rituel à des moments différents, mais avec vraiment des similitudes. On va avoir chaque fois une cyste similaire avec un chien ou alors un camélidé, mais donc dans les 2 cas, on reste avec une espèce domestique, et puis une association avec d'autres éléments, dont surtout des éléments marins, donc avec ces poissons, otaries. Ailleurs sur le site, on a trouvé des chiens associés avec des coquillages. Donc voilà, donc ça a l'air de quelque chose, un schéma qui a l'air de se répéter à plusieurs endroits sur le site, mais chaque fois avec un peu des petites différences. Je vais passer maintenant aux offrandes d'animaux sauvages. Donnez-moi du temps. Alors, le premier cas, donc, ce sont les anours, donc les grenouilles et les crapauds. Au total, ce sont les plus courants dans les contextes d'offrande. J'en ai retrouvé 8 complets, et dont 3 avec peau. Et donc, il y en a un avec peau que vous voyez ici. Et au vu de leur taille, ça serait l'espèce qui s'appelle crapaud de la côte péruvienne. Dans aucun de ceux qui ont été retrouvés complets, on a des traces de découpe, et pas non plus sur les restes des articulés. Ils sont très fréquents là dans certains édifices, et ils seraient plutôt associés à l'eau et à la fertilité. Donc, dans les premières recherches menées sur le site, dans le cas du projet Ishma, elles ont déjà montré des anours qui étaient souvent associés là à des cochons d'Inde dans des contextes d'offrande. Et dans le Templo Viejo, d'autres chercheurs, Paredes et Franco, ont aussi découvert des anours dans des contextes de l'horizon moyen. Et eux, ils expliquent que dans certains cas, il y avait aussi une trace de découpe sur l'abdomen de ces anours. Et il parle aussi de cette association au culte de l'eau et de la pluie. En plus de cela, on peut avoir l'information, là ici on voit par exemple, il y a des vases avec des appliques en forme d'anours qui sont assez récurrents dans le matériel, et dans certains cas, ils étaient retrouvés dans les mêmes contextes que les offrandes d'anours. Voilà. Et le deuxième exemple, donc, ce sont les otaries. Il y a quelques cas de contexte d'offrande, jamais des animaux complets. Donc on a tout d'abord ici, dans le B15, on a retrouvé un crâne et des vertèbres. On a parlé précédemment du tibia qui avait été retrouvé associé à un chien. Et il y a aussi un cas où il y a un tibia associé à une tombe humaine. Alors, pour cette offrande-là du B15, donc elle se compose du crâne, des mandibules et des premières vertèbres cervicales d'un même individu. Et donc là, sur la base du crâne et des canines, le sexe et l'espèce ont pu être déterminés. Donc il s'agirait d'une femelle de l'espèce Otarie à crinière. Chez les otaries, il y a vraiment une grosse différence
de la morphologie entre mâle et femelle, et aussi la taille des canines est très différente. Donc, surtout sur base du crâne, c'est assez facile et aisé de pouvoir identifier s'il s'agit de mâle ou femelle, et aussi de distinguer entre les espèces, que souvent le crâne va être l'élément le plus distinctif pour faire des distinctions entre les espèces. Et des traces de découpe ont été identifiées à la fois sur les vertèbres thoraciques, mais également sur le crâne. Et elles correspondraient à la fois à des prélèvements de la viande, mais aussi de dépouillement. Donc, ils auraient retiré la peau. Et on a des informations aussi que, pas ici dans ce cas, peut-être pas dans ce cas-ci, mais que les peaux d'otaries étaient aussi utilisées, par exemple, pour faire des bateaux et ce genre de choses. Dans les publications que j'ai trouvées, j'ai pas retrouvé... que j'ai analysé, pas retrouvé d'autres offrandes d'otaries sur la côte centrale. Par contre, il y a plusieurs cas dans la culture mochica, donc sur la côte nord du Pérou. On a retrouvé entre autres une canine d'otarie associée à une tombe humaine, un crâne d'otarie associé à une tombe humaine, et aussi sur le site de Huaca Colorada, il y a eu un crâne qui a été retrouvé dans un contexte rituel. Donc dans tous ces cas, ce qu'on a, ce sont juste des éléments du corps et pas des corps complets. Donc, et on ne semble pas y avoir d'autres éléments qui sont associés ici dans le cas de ce crâne d'otarie. Passer maintenant, juste en synthétiser un peu donc, pour les offrandes. Donc on voit qu'il y a une préférence pour les animaux domestiques, c'est assez clair, camélies des chiens et cochons d'Inde. Il y a aussi une préférence pour les jeunes individus. Et ces deux éléments, ce sont des choses qui sont aussi dites dans les sources ethno-historiques. Donc là, il y a vraiment un recoupement entre les deux, entre ce qu'on trouve sur les sites archéologiques et ce qui est mentionné dans la source ethno-historique. Il semblerait avoir un traitement peut-être similaire, en tout cas pour l'intermédiaire récent avec les tombes humaines, où il y a ces corps qui sont exposés, et l'association avec aussi d'autres éléments en plus de l'animal. Et on garde quand même quelques espèces sauvages qui se trouvent dans des contextes d'offrande, donc oiseaux, belettes, otaries, singes, anours et chrysitidae. Dans certains cas, c'est plutôt des espèces endémiques, donc comme les otaries, et dans d'autres cas, ce sont des espèces qui viendraient d'ailleurs, comme le singe. Et ces animaux sauvages ne sont pas présents dans tous les types d'offrandes. Donc il n'y en a vraiment pas de complet, par exemple, dans les contextes funéraires, et voilà. Donc ça, c'est pour un peu synthétiser la partie offrande. Maintenant, après la partie zooarchéologique, je vais passer aux autres types d'informations que j'ai été regarder. Donc tout d'abord, tout ce qui est ethnohistoire. Comme le cadre chronologique de mon étude concerne principalement les périodes préhispaniques les plus tardives, donc chronologiquement les plus proches de la conquête et de la période qui a suivi, c'est pour ça que je me suis dit, ça a quand même un sens d'aller voir ces sources, mais comme je l'ai dit précédemment, c'était vraiment à considérer avec prudence et à replacer dans un certain contexte. Si je vais seulement présenter certaines des sources et une sélection des espèces qui sont mentionnées dedans. Dans la quasi-totalité des cas, on voit vraiment qu'on parle surtout d'espèces domestiques. Enfin, les espèces domestiques sont mentionnées dans la plupart des cas. Chez les espèces sauvages, là, elles sont aussi mentionnées, mais la différence, c'est que pour tout ce qui sont les animaux sauvages, ils sont surtout mentionnés quand les auteurs décrivent l'environnement. Et donc, on va dire, voilà, dans les montagnes, on va retrouver, ils font une liste de tous les animaux qu'on retrouve. Qui vont souvent, parfois aussi mal identifiés, parce que clairement les lions et les tigres, il n'y en a pas encore, il y en a pas là-bas. Et donc ça, ils vont utiliser aussi, le vocabulaire va parfois être mal utilisé parce qu'ils se retrouvent face à des espèces qu'ils ne connaissent pas. Néanmoins, il y a quelques exceptions que j'ai relevées jusqu'à présent. Donc, par exemple, pour les oiseaux, certains auteurs parlent d'utilisation des oiseaux dans des sacrifices qui seraient liés plutôt à des activités guerrières, donc des rituels avant d'aller à la guerre où ils sacrifieraient des oiseaux. Pour ce qui est des otaries, donc Arriaga il nous explique que les habitants de village qui s'appelle Huacho et ceux de la côte aux alentours racontent que les âmes des défunts étaient transportées par des otaries jusqu'à l'île de Huano, donc une île qui se trouvait en face du village, le long de la côte. Les cerfs sont aussi mentionnés quand ils expliquent les chasses qui étaient organisées. Donc là, les chasses étaient, à l'époque, un cas était contrôlé par l'élite, et donc c'était seulement sous certaines conditions que les chasses avaient lieu, et c'était
Du coup, c'était vraiment une nourriture qui était plutôt associée à l'élite qu'aux gens communs. Et enfin, pour ce qui est des crapauds et des grenouilles, dans la plupart des cas ici, les auteurs les associent aux serpents, à la sorcellerie, aux poisons et aux châtiments. Or, on a vu juste avant que dans les contextes archéologiques et aussi les interprétations des chercheurs péruviens, les anours sont dans les cultures andines plutôt associés à la fertilité et à l'eau. Et donc là, il y a clairement un décalage entre l'interprétation faite par les Espagnols et la réalité de ces contextes. Donc là, on voit à quel point il faut être prudent et aller regarder les informations à plusieurs endroits. Passer aux autres types de textes, donc mythes, légendes et contes. Je vais me concentrer sur 2 livres en particulier aujourd'hui, donc qui sont chaque fois des compilations de textes. Donc le premier, c'est Toro Montalvo. C'est un tome qui reprend seulement des mythes et légendes de la côte du Pérou en règle générale. Ici, vous n'avez pas la liste complète des animaux, donc j'ai juste limité à certains. Donc sur les 84 textes qui mentionnent les animaux, il semblerait qu'il y ait plus de mentions d'animaux sauvages. On voit par exemple les oiseaux sont mentionnés dans 39 textes, les renards dans 13, par rapport aux cochonnes qui n'apparaissent que par exemple dans 2 textes. Les animaux domestiques mentionnés sont souvent des compagnons des humains. Les animaux sauvages, eux, comme j'ai dit, sont plus souvent mentionnés que les domestiques. Et donc ici, vous avez dans le texte ici que je vais vous lire, donc 2 humbles vieillards, mari et femme, vivaient dans les hauts plateaux où ils faisaient paître leurs troupeaux d'alpagas et de lamas. Ils avaient toujours à leur côté un petit chien très affectueux. Ce petit chien leur était très cher car il gardait jalousement le bétail, l'empêchant de s'égarer et le défendant contre le renard affamé. Donc on voit que les espèces domestiques sont plutôt des compagnons ou associés avec les personnages humains et qu'il faut aussi les protéger des espèces sauvages. Dans le deuxième exemple, ici, donc c'est un autre bouquin donc, qui est de Arguedas e Izquierdos. Là, il y a mythes, légendes et contes. Et là, il reprend à la fois ils reprennent à la fois des mythes qui viennent de la côte, de la montagne et aussi de la jungle amazonienne. Donc là, il y a plusieurs provenances, mais néanmoins, on a quelque chose d'assez similaire à ce qui a été vu dans le tome de Toro Montalvo, avec beaucoup de textes qui mentionnent des oiseaux, des textes qui mentionnent les renards, les cerfs, et moins de textes qui parleraient, par exemple, de chiens ou de cochons d'Inde. Ici aussi, on voit que les animaux sauvages jouent un rôle plus actif dans les histoires. Ce sont des vrais personnages par rapport aux espèces domestiques. Ils sont vraiment actifs dans les... Et donc là, il y a un premier exemple ici. Donc, et la vieille femme, se voyant dans le vide, se mit à crier « Compère renard, couchez-vous sur le sol pour que je ne sois pas blessée. » Le compère renard, très gentil, attendit que la vieille tombe, mais quand elle tomba par terre, elle se transforma en lagune. Donc là, on voit qu'il rajoute donc le mot compère, en espagnol c'est compadre, et donc elle s'adresse à lui comme s'il serait entre guillemets aussi un humain, et on retrouve ça dans cet autre exemple, donc d'un autre conte du même texte. La vieille femme allait les rattraper lorsqu'ils arrivèrent à un gallinazo, et la jeune fille dit au gallinazo, donc le gallinazo c'est ce sorte de rapace qu'on retrouve de manière fréquente sur la côte au Pérou. Et la jeune fille dit au gallinazo, « Oncle gallinazo, cache-nous sous tes ailes. » Il les cacha. Et le gallinazo, en réponse, lui donne un coup d'aile dans la figure, la baignant de sang. Pendant ce temps, la jeune fille en profita pour s'enfuir. Donc ici, de manière similaire à ce qu'on a vu dans le texte juste avant, il s'adresse au gallinazo comme s'il est un autre personnage de l'histoire, et en plus, ils utilisent le terme Théo, ici, oncle. Donc il y a aussi cette différence avec le traitement par rapport aux animaux domestiques dans les textes. Donc dans le futur, je vais continuer d'élargir le corpus de ces textes pour voir si ça se répète et si on voit ça aussi dans d'autres régions. Alors, je vais maintenant passer aux autres dernières sortes de sources que j'ai analysées, donc qui est l'iconographie. Cette partie-là de ma recherche a été faite en collaboration avec le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Cambridge, et ça a permis aussi à enrichir leur propre base de données du catalogue en ligne du musée.
comme le musée a plus de 90 textiles originaires du Pérou, je me suis vraiment concentrée sur tous ceux qui représentaient des animaux et qui étaient interprétés comme étant de l'intermédiaire récent. Donc au total, ça m'a fait une sélection d'une trentaine de textiles. Et j'ai choisi de les diviser en 5 grandes catégories. J'ai fait exprès de choisir vraiment des larges catégories pour avoir plus comme pour la zooarchéologie, ben, si on n'est pas sûr si c'est un lama ou un alpaga, on va plutôt utiliser le terme camélidé pour être sûr d'être juste, même si on n'a pas l'information la plus précise. Et donc, j'ai adapté la même approche pour les textiles. Et aussi parce que, comme je l'ai dit avant, les oiseaux, sur la côte, il y a plus de 200 espèces, donc ça me semble assez peu probable et très compliqué et idéaliste, je pense, de vouloir identifier les espèces de manière précise quand on les retrouve dans le matériel archéologique. Et donc voilà, donc j'ai défini 5 catégories. Donc dans la première, donc, qui sont les oiseaux, on a 22 textiles, donc c'est environ 68% du matériel. Dans la plupart des cas, les oiseaux sont facilement identifiables par les éléments qu'on leur connaît bien, donc le bec, les ailes et les pattes. Ces éléments sont présents même dans les représentations les plus stylisées des oiseaux. Généralement, on va vraiment avoir cette même figure qui est répétée dans une ligne. Il y a aussi des cas où ils sont entrelacés ou imbriqués les uns dans les autres. Et il y a juste certains cas où on peut identifier certaines espèces parce qu'elles ont des caractéristiques spécifiques, telles que les pélicans, on a vraiment le sac gulaire, donc la sorte de poche qu'ils ont en dessous de leur bec, les colibris qui ont aussi ce très long bec fin, et aussi parfois les condors aussi qui sont représentés dans certains cas. Dans les autres catégories, l'échantillon est nettement plus réduit. Donc, il est plus difficile de les interpréter ou de mettre en évidence les aspects les plus récurrents. Donc, dans la catégorie des poissons, jusqu'ici, j'avais juste 2 textiles. Et là aussi, leur représentation est très similaire aux oiseaux, avec aussi ces répétitions de motifs et des imbrications. Dans la catégorie mammifères, il y a 2 textiles. Donc, le premier, ici, on voit un même animal, semblerait donc... il a été mis comme mammifère parce qu'il a été... il a des pattes, une queue, une tête, mais il est représenté de 2 manières différentes. Et à côté, dans ce textile-ci, on a la répétition d'un même animal avec des couleurs différentes. Pour certains chercheurs, ils y voient un chat sauvage. Personnellement, je trouve que les oreilles pointues, ça fait aussi penser au renard, qui est aussi un animal fréquent sur la côte. Donc voilà, donc ça reste, il y a quand même une grosse subjectivité dans l'interprétation des animaux sur les textiles ou aussi sur les céramiques, dans toute l'iconographie. Dans l'autre catégorie, donc il y a une catégorie que j'ai appelée amphibiens et reptiles. Pour l'instant, on n'a aucun textile que j'y ai identifié avec certitude. Donc celui-ci que vous voyez, pour certains, ce serait plutôt peut-être des têtes de serpent, d'autres y voient des têtards, donc ce serait dans genre un filet de pêche ou quelque chose comme ça. Donc ça reste encore à voir. Et alors la dernière catégorie, donc ce sont tous les textiles indéterminés. Souvent, ce sont soit des êtres qui n'existent pas, avec des compositions de différents éléments. Donc ici, on a une sorte de mammifère, mais avec des sortes de serpents qui sortent de la tête. Donc voilà, donc c'est un peu la catégorie. On a mis les mélanges de plusieurs animaux ou des animaux avec des éléments ajoutés. Alors, voilà, donc maintenant je vais un peu discuter et faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc il semblerait que quand on voit tout ça, il y a clairement une présence récurrente des animaux, tant de manière physique, donc en archéologie, zooarchéologie, que ce soit dans l'alimentation ou dans les offrandes, que de manière plus abstraite dans l'iconographie ou les textes. Mais si on observe en détail les animaux, on perçoit des différences. Donc, dans tout ce qui est les contextes zooarchéologiques et archéologiques, il y a une prédominance des espèces domestiques par rapport aux espèces sauvages, et aussi ce sont clairement des animaux plutôt locaux que exotiques.
dans l'ethno-histoire, ben, les animaux, même s'ils sont mentionnés, ça jamais le sujet principal, c'est pas vraiment ce qui les intéressait. Mais quand ils sont mentionnés, on va plutôt parler des animaux domestiques que des animaux sauvages. Et là, il y a autant des animaux locaux que exotiques. Pour ce qui est les autres textes, ben là, on voit qu'ils sont de nouveau récurrents et que les espèces sauvages jouent un rôle. Et on a vu qu'il y avait vraiment cette différence de traitement entre les espèces domestiques et sauvages. Et enfin, dans l'iconographie, c'est clairement un thème, en tout cas pour l'intermédiaire récent, les animaux sont un thème de représentation récurrent dans les textiles, mais on l'a vu aussi parfois, enfin, on l'a pas vu ici, mais c'est aussi le cas pour, par exemple, sur des céramiques. Et là, c'est plutôt des espèces sauvages qui sont représentées, mais des espèces locales. Donc, c'est surtout des oiseaux, des poissons, etc. Et pour l'iconographie, il faut aussi considérer qu'il ne s'agit pas forcément d'animaux réels qui sont représentés, mais plutôt parfois aussi de combinaisons d'un même animal, ou alors différentes représentations d'un animal à des moments différents de sa vie. Donc, pour tout ça, il n'est pas toujours possible de les classer de manière rigide. Donc, ma principale observation est qu'il existe une différence entre les animaux trouvés en offrande et ceux décrits dans l'iconographie et les récits. Et alors, du coup, ça m'a poussé vers une question, mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela? Alors, l'une des pistes que j'ai pour l'instant, c'est dans les Andes, on raconte en fait que tous les animaux appartiennent à la Pachamama, donc à la terre-mère. Et donc, même les animaux de la sphère domestique seraient prêtés par la Pachamama aux humains. Donc, les humains en sont responsables, tandis que les autres animaux, donc les espèces sauvages, appartiennent de manière continue à la Pachamama et font partie alors de la sphère plutôt des montagnes, des ancêtres et des autres entités. Et alors, le chercheur Flores Ochoa nous mentionne donc un mythe, une histoire, comme quoi le bétail a été prêté aux humains. Ceux-ci doivent leur accorder protection et soins, les traiter comme des êtres qui méritent beaucoup d'attention, presque comme des humains. Ils ne doivent pas être battus ou maltraités. Il faut les soigner, les protéger des prédateurs. Parce que si, comme cette relation découle d'un prêt, s'ils les traitent mal, le bétail pourrait leur être repris. Et il existe des versions de ce mythe qui indiquent que l'humanité survivra aussi longtemps que survivent les alpagas. Donc si on ne traite pas bien les alpagas, on les reprend et alors là, c'en est fini des humains. Dans certains cas, il y a aussi certains auteurs qui parlent d'une dualité entre une espèce domestique et une espèce sauvage. Donc, par exemple, je crois que c'est dans l'un des textes qui vous avait été envoyé avant la conférence, le lama est l'équivalent du cerf. Donc là, le cerf serait donc l'entité sauvage du lama. Et toutes ces croyances ne sont pas seulement propres à la Sierra, comme on le voit, mais aussi présentes sur la côte du Pérou. Si on repart plutôt vers les offrandes des espèces domestiques, donc animales, qui ne sont pas associées aux tombes humaines, on a vu qu'il y avait vraiment un traitement assez similaire à ce qu'on voit chez les humains. Et certains auteurs parlent aussi que ça pourrait, en fait, ce traitement semblable entre humains et animaux domestiques déroulerait aussi au fait que parfois les espèces domestiques sont utilisées comme des substituts des humains dans des offrandes. Donc ça pourrait expliquer ce traitement similaire où le corps est exposé. On va aussi leur mettre des éléments avec eux. Voilà, donc ça c'est un peu les pistes, les hypothèses où j'en suis actuellement. Avant de terminer, je voulais vraiment aussi reparler de la classification. Donc, parce que cette classification espèce sauvage, espèce domestique, ça reste chaque fois des choix qu'on dépose sur ce qu'on observe. Et donc, voilà, il faut parfois aussi réfléchir à pourquoi on choisit cette classification. Et voilà, donc j'ai utilisé plutôt cette classification domestique-sauvage plutôt que me concentrer vraiment sur la classification taxonomique classique qui est vraiment plus scientifique. Et puis aussi, il faut voir dans quel cas, quelle classification est la plus appropriée. Et dans certaines sociétés, il peut y avoir aussi une fluidité où certaines espèces pourraient passer d'une entité à l'autre. Donc, ouais, c'est pas toujours aussi figé qu'on l'aimerait. Et donc, parfois, le modèle plus scientifique avec les catégories famille, genre, espèces, sous-espèces, etc., ne sont pas toujours les plus appropriés quand on analyse le matériel. Donc,
en conclusion, donc si on revient sur nos questions de recherche du début, quels sont les animaux utilisés dans l'intermédiaire récent à la côte centrale? Ce sont surtout donc les animaux domestiques et des sauvages, mais surtout les animaux, quand ce sont des animaux sauvages, ça va plutôt être des animaux endémiques de la côte. Quels sont les types d'interactions entre les hommes et les animaux? Il y a clairement à la fois une cohabitation, parce qu'on trouve des espèces qui se trouvent dans l'environnement qui les entoure. Il y a aussi un élevage. Dans certains cas, il va falloir aller chasser les animaux. Les animaux vont aussi être utilisés pour des sacrifices en lien avec le supranaturel. Et est-ce qu'on voit des rôles distincts entre les différentes espèces? Oui, les animaux domestiques sembleraient être plutôt liés à la sphère des humains, etc. Pour peut-être être interchangeables dans certains cas. Et donc, voilà, je conclurai juste encore en soulignant 2 éléments, donc à travers les différentes phases d'occupation, même si on n'a pas tellement abordé cela ici, en tout cas entre intermédiaire récent et horizon récent, il n'y a pas de différence, il y a vraiment une continuité dans les pratiques sur le site. Et une caractéristique que j'aimerais approfondir dans le futur, c'est vraiment ce lien entre marins, enfin les éléments marins, donc cette présence de coquillages, de poissons et d'otaries liées avec ces espèces domestiques dans certains cas, parce qu'on a retrouvé aussi ça à d'autres endroits, et je ne l'avais pas mentionné, mais par exemple dans le fardeau du singe, il y avait aussi un coquillage qui lui était associé, donc il semblerait y avoir quelque chose là qui se répète sur le site. Et comme ici mentionné par la chercheuse Hill, je crois que cette approche de ce sujet à partir de différentes méthodes est vraiment une richesse, parce que je pense que si j'avais analysé juste la partie zooarchéologique ou juste l'iconographie, je n'aurais pas eu la même interprétation du rôle de ces animaux à cette période-là. Et donc voilà, donc par la suite, je vais continuer ces recherches, mais aussi rajouter des éléments plus scientifiques avec, entre autres, des analyses isotopiques, et approfondir aussi tout ce qui est les théories au niveau des symboliques possibles pour tous ces animaux. Donc voilà, merci pour votre écoute, et maintenant je suis toute ouïe pour toutes les questions que vous auriez à ce propos.